Bonsoir à tous. Le gang des barbares est donc aux assises depuis plus de 2 semaines. Après avoir suscité beaucoup d'émotions, l'affaire Halimi est devenue un procès pas comme les autres, un procès à huis clos qui jette une lumière inquiétante sur la société française. Youssouf Fofana comparé avec 26 autres comparses, ce serait donc eux, le fameux gang des barbares, garçons et filles de tout milieu, de toutes origines, qui doivent répondre de la mort d'un garçon de leur âge dans des conditions atroces. Alors, que sait-on de l'enquête, du procès lui-même et des responsabilités des uns et des autres sur fond d'antisémitisme primaire? C'est le premier débat de cette émission en direct dont je vous présente les invités. Francis Spinner, vous êtes l'avocat de la mère d'Ilan Halimi. Je précise que dans son livre 24 jours, Madame Halimi revient sur le calvaire enduré par son fils et dénonce l'échec de l'enquête de police. Emmanuel Ludo est lui l'un des avocats de Youssouf Fofana, une défense que vous avez accepté d'assumer alors que votre client avait découragé une trentaine d'autres confrères. Patrice Ribeiro est lui policier, secrétaire général adjoint du syndicat Synergie Officiers. Il se trouve que les policiers qui ont dirigé cette enquête étaient adhérents de votre syndicat. Pierre Lamotte est lui psychiatre, expert auprès de la Cour de cassation. Vous dirigez par ailleurs le service médico-psychologique des prisons de la région Rhône-Alpes. Raphaël Haddad préside lui l'Union des étudiants juifs de France. L'UJF voulait être partie civile au procès, ce qui lui a été refusé. Enfin, Frédéric Ploquin, grand reporter pour l'hebdomadaire Marianne, qui suit de près cette affaire depuis les premiers jours. Francis Spinner, Emmanuel Ludo, vous étiez il y a encore quelques heures à l'audience. J'aimerais savoir concrètement ce que vous avez appris depuis le début de ce procès et en quelques mots. Francis Spinner. C'est difficile de résumer en quelques mots lorsque 26 personnalités voient leur vie défiler. Donc c'est un procès en tout cas qui est le miroir déformant de la société française et c'est dommage qu'elle ne puisse pas se contempler dedans. Et je regrette profondément qu'il y ait ce huis clos et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire qu'il faudra changer la loi. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'une audience doit être publique. Il peut y avoir des restrictions pour la protection de la vie privée, je pense aux affaires de mœurs, et pour la protection des mineurs. Mais aujourd'hui, seuls les mineurs ont le droit de décider si le procès aura lieu à huis clos ou pas. Je pense qu'il faut changer la loi et que c'est à la Cour d'apprécier en fonction de l'intérêt d'une affaire et de l'intérêt des mineurs. Je vous promets qu'on reviendra sur la notion du huis clos, parce que vous êtes nombreux à être intéressés par ce problème, mais un petit peu plus tard, je vous pose la même question. Vous nous dites miroir déformant, si j'ai bien compris, de l'état de la société française. Emmanuel Ludo, même question pour vous. Est-ce que vous avez appris quelque chose depuis ces 15 jours dont nous sommes privés, nous? Je vais vous faire une réponse très hypocrite. C'est qu'à partir du moment où il y a huis clos, si j'ai appris quelque chose, je ne dois pas vous le dire. Ah oui. C'est respecter l'esprit du huis clos et c'est respecter l'esprit et le souhait de la présidente et des jurés, c'est-à-dire de ne pas divulguer ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'audience. Venant ici, vous saviez que vous seriez appelé à répondre à ce genre de questions, mais est-ce qu'il se dessine quelque chose qui pour vous correspond à des informations? Je vous dis que moi je suis arrivé dans ce dossier et j'ai décidé que la page de l'affaire Fofana est une page blanche et que cette page allait chaque s'écrire et que nous allions compléter et faire en sorte d'avoir, j'espère, une histoire complète à la fin de ces audiences, c'est-à-dire au mois de juillet 2009. Pour l'instant, je suis très humble, très simple, et je dis, je ne sais pas, je vais assister aux audiences, je vais écouter, je vais participer, poser des questions, et je vais faire en sorte d'en savoir le plus possible. Maintenant, pour rebondir sur ce que dit mon confrère Spinner sur le huis clos, je partage son point de vue. Parce que pendant 3 années, on a lynché médiatiquement Fofana, partout, c'est le gang des barbares, sans présomption d'innocence, dont on n'a rien à faire, parce qu'en France, la présomption d'innocence est faite pour les chiens. Et puis, lorsque la France doit être intéressée par ce qui se passe, parce qu'il y a un procureur qui va requérir au nom de la France, on ferme la porte et on dit aux Français, maintenant, vous n'avez plus le droit de savoir. Si vous voulez savoir quelque chose, il faut lire les journaux. C'est vrai que quelque chose ne fonctionne pas, ou mal dans notre démocratie française. Alors avant d'aller plus loin dans ce débat, revenons sur cette affaire suivie pour la rédaction de France 2 par notre spécialiste maison, Dominique Verdeillan. La mère d'Ilan Halimi voulait un procès public, mais 2 accusés étaient mineurs au moment des faits. Le droit l'a donc emporté sur la pédagogie. Un huis clos qui nous prive de comprendre l'impensable. Quand je lis ce qu'on lui a fait subir, je pense que jamais on ne devrait permettre ça. Donc c'est à la mesure, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ceux qui se sont tus doivent être sanctionnés.
Ilan Halemi, 23 ans, vit dans l'Est parisien avec sa mère et sa sœur. Il est vendeur dans un magasin de téléphonie, boulevard Voltaire. Il gagne 1200 € par mois. Le 20 janvier 2006, une jeune fille lui donne rendez-vous dans le parc de Sceaux. Un rendez-vous galant qui se transforme en piège. Ilan Halemi est enlevé. Sa séquestration à Bagneux, dans un appartement, puis dans une chaufferie, va durer 24 jours. Les ravisseurs contactent la famille. La rançon est fixée à 450 000 €. Leur chef appelle également un rabbin de sa connaissance. Allô, bonsoir. Il y a un juif qui a été kidnappé. Il faudra aller pour avoir une preuve de ce que je vous dis dans la boîte aux lettres. Une cassette véridique sera là-bas. Et aucun dérapage ne sera toléré. Aucun. Mais Ilan Halemi est introuvable. Aucun des ravisseurs ne se rend au rendez-vous fixé pour le versement de la rançon. Le 13 février, Ilan Halemi est retrouvé mourant à Sainte-Geneviève-des-Bois, le long d'une voie ferrée. 2 jours plus tard, une jeune fille prénommée Audrey se rend au commissariat de Bagneux. Elle confie enfin ce qu'elle a vu et tue. La police et la justice, qui jusque-là avaient choisi le silence, se décident à communiquer. Il a 26 ans. C'est lui qui se prétend le chef du gang des barbares sous le nom de The Brain of Barbarians, c'est-à-dire le cerveau des barbares. Youssouf Fofana est arrêté une semaine plus tard en Côte d'Ivoire. Il reconnaît l'enlèvement, la séquestration, mais nie l'assassinat et toute connotation antisémite dans son acte. Pour l'accusation, Youssouf Fofana a choisi délibérément sa victime en raison de son appartenance à la communauté juive. Youssouf Fofana à la tête d'un gang de 26 jeunes. Chacun avait son rôle. Les filles servaient d'appât, les garçons de ravisseurs ou de geôliers. Au premier jour de son procès, Fofana déclare être né le 13 février 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois, date et lieu de décès d'Ilan Halemi. Une provocation parmi tant d'autres. Une première question, si vous le voulez bien, Emmanuel Ludo, c'est est-ce que Youssouf Fofana a cessé, on va dire, ses provocations de début de procès ? Parce qu'on dit aussi que ce procès, en fait, se déroule assez normalement, qu'il avance, et qu'on est en train de travailler à la cour d'assises de façon assez normale en ce moment. Donc voilà, est-ce qu'il s'est calmé par rapport, en tout cas, à l'ouverture du procès ? Qu'est-ce que vous appelez une provocation ? La façon dont il se présente. C'est pas une provocation. C'est vrai que le propos, dont je lui laisse la responsabilité, était un propos qui avait pour but de choquer. C'était indécent. Ça a un sens, les mots. Voilà, on va dire qu'en français, on appelle ça une provocation. Je pense avoir utilisé un terme mesuré. Les mots ont un sens, mais là où il n'y a plus de sens, c'est lorsque l'on les déforme à l'extérieur de la salle d'audience. Et lorsque l'avocat de la partie civile essaie d'utiliser et de monter en épingle des propos qui ont été dits par Fofana pour dire « ça y est, on est reparti sur des phrases inadmissibles », non. Et si vous étiez à l'audience, ne parlez pas de faits auxquels vous n'avez pas assisté, vous n'étiez pas à l'audience. Parce que je suis avec maître Isabelle Coutempère. Elle n'était pas là non plus. Nous faisons une équipe et nous travaillons de manière tout à fait harmonieuse. Ça vous dérange, je le sais. Mais nous faisons en sorte de faire un travail qui est un travail convenable et honnête à l'égard de notre client. Je vous pose ma question. Est-ce qu'il a changé de ton depuis le premier jour ? Voilà. Oui. Il se tient bien, convenablement. Il a des propos qui ne sont pas toujours bien acceptés ou compris. On lui fait répéter et on ne se gêne pas pour lui faire répéter. Et puis on essaie de tirer ce qu'on peut tirer des propos qu'il dit. Très bien. Mais globalement, c'est un comportement qui est tout à fait convenable par rapport à une tenue d'audience. C'est justement parce qu'on le dit peu que je voulais juste que vous nous le confirmiez. Et juste, je remarque que Francis Spinner a confirmé que voilà, ça avait évolué par rapport au premier jour. Monsieur Fofana s'est livré à 2-3 provocations particulièrement scandaleuses en présence de la famille. Imaginez lorsqu'on lui demande son état civil, il indique la date de la mort d'Ilan Halemi et le lieu de naissance, le lieu où le corps d'Ilan Halemi a été retrouvé, en présence de la famille d'Ilan Halemi. Maintenant, le procès avance, et hormis ces 3-4 provocations, nous sommes aujourd'hui dans un rythme normal d'un procès d'assises. On va aller directement à la question qui fait débat en ce moment, je dirais, autour de ce procès. Ilan Halemi, à vos yeux, Francis Spinner, a-t-il été enlevé et donc tué parce qu'il est juif ? La réponse est évidente, oui. Oui, Ilan Halemi est mort parce qu'il était juif. Youssouf Fofana a procédé à cet enlèvement en espérant gagner de l'argent, mais il a choisi quelqu'un qui n'en avait pas. Vous venez de rappeler dans votre sujet ce que gagnait Ilan Halemi. C'était un petit vendeur de téléphone
qui appartient à une famille modeste, et s'il a été enlevé, c'est parce que M. Fofana était dans l'équation, qui est le préjugé antisémite le plus ancien, les Juifs ont de l'argent. Et si la famille d'Ilan Halimi n'en a pas, la communauté, parce que les Juifs sont solidaires, paieront. C'est pour ça qu'il y a cet appel au rabbin. Et parmi les provocations de M. Fofana au début de l'audience, c'était « Mais M. Halimi a tellement d'amis, pourquoi ne se sont-ils pas manifestés au moment de la rançon ?» Et lorsqu'il y a eu le choix, il a dit à un des appâts « J'ai vérifié, c'était un jour de fête juive, ces magasins étaient fermés, donc c'est là qu'il faut aller draguer, parce que c'est là qu'il y a des Juifs. » Donc la question, je suis étonné que cette question fasse encore débat. Et quand on sait ensuite ce qu'a dit M. Fofana par la suite, je pense que le débat est clos. Vous verrez que tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table. Emmanuel Ludo, qu'en pensez-vous sur la question de l'antisémitisme? Moi, je pense qu'Ilan Halimi est mort. Je pense que la question, il est normal que vous la posiez. Oui. Par contre, la réponse de mon confrère m'étonne et je vais dire, elle me choque. Parce que c'est pas en début de procès qu'on vient, de manière aussi affirmative, dire c'était comme ça, un tel a dit ci, un tel a dit ça, et puis le PV, etc. Vous n'avez pas les PV sur vous, confrère? Sortez-les pendant qu'on y est. Attendez, je crois qu'il faut être sérieux. Je vous rappelle qu'il y a un principe, mais j'ai le sentiment que je suis le seul à le connaître. C'est quand même extraordinaire. C'est la présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas déclaré coupable, il est présumé innocent. Alors quand on vient dire c'est un crime antisémite, mais oui, mais bien entendu, ça s'est passé comme ça, et puis il a téléphoné à un tel, et puis on lui a répondu comme ci, comme ça, et moi je vous réponds, attendons le 10 juillet au soir. Vous êtes là pour nous le rappeler, vous faites bien de le faire, mais voilà. Simplement, je peux vous poser la question autrement, c'est la nature de ce crime, pour ce que vous en comprenez, est-elle antisémite? Quels que soient les auteurs. Moi, ce que je comprends, c'est que le mobile, c'est un mobile qui est un mobile matériel. Voilà. Et que s'il y a une espèce de connotation antisémite dans le dossier, c'est ce que j'en ai compris, à mon petit niveau, une sorte d'antisémitisme des années 30, et c'est pas du tout ce que je conçois aujourd'hui comme étant l'antisémitisme en France. Mais peut-être que je suis pas au fait, bien évidemment, des secrets culturels dans ce domaine. Pierre Lamotte, en préparant cette émission, vous nous avez dit qu'il ne fallait d'une certaine façon surtout pas tomber dans le piège de l'antisémitisme. Enfin, je ne veux pas déformer votre point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois que ça serait faire beaucoup de présomption d'intellectualisme et de capacité de penser que d'imaginer que ça puisse être concerté comme un crime antisémite. S'il y a une chose dont je pense qu'ils ont été jaloux vis-à-vis, et encore jaloux c'est un mauvais mot, parce que quand on est jaloux c'est quand on sait ce qui manque et ce à quoi on se compare. Le terme exact c'est l'envie. Qu'est-ce qui faisait envie à ce groupe disparate? C'est probablement la force identitaire. De quoi est-ce qu'ils imaginaient, sans pouvoir le mettre en mots, que les Juifs étaient riches? Mais pas de l'argent, mais d'une identité. Quand ils disent la communauté payera, c'est tous ces gens qui ne se reconnaissent en rien, qui sont dans une fragilité extraordinaire, qui vont être dans l'insécurité de leur amour-propre, de leur personne, qui sont ratés quand même sur le plan social. C'est ça qui nous donne à voir. Eh bien, qu'est-ce qu'ils se représentent? Il y a une communauté où les membres sont reconnus, soutenus et ont une identité. C'est de ça, je pense, qu'il y a une envie au départ. Dire les Juifs sont riches, c'est pas un préjugé qui du coup devient ensuite dangereux. Je tricote pas avec les mots, hein. C'est un débat en fait qui est assez central dans la société française en ce moment, sauf que là il se termine par un drame. Donc voilà. Est-ce que ce préjugé peut être dangereux? Moi j'ai parlé en début d'émission d'antisémitisme primaire, si vous voulez. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est conceptualisé en ces termes? Ce qui est dominant, c'est les Juifs sont solidaires. C'est ça qui est dominant. La communauté payera. Ils savent bien qu'il n'est pas riche à millions et qu'il ne peut pas payer la rançon à lui tout seul. Donc je pense que le pari qu'ils font sur la communauté est beaucoup plus important que le pari qu'ils font sur Ilan lui-même. Je me tourne une première fois dans cette émission vers vous, Raphaël Haddad. Alors, ça va peut-être vous surprendre ma question, mais là aussi de façon très directe, c'est est-ce que ça change quelque chose, la nature antisémite du meurtre? Bien. Ça change quelque chose en effet parce que ça vient poser une question à notre société. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un juif est enlevé, séquestré, torturé et finalement assassiné en raison de sa confession. Dans l'esprit des ravisseurs de Youssouf Fofana, d'Ilan Halimi, dans l'esprit de Youssouf Fofana et de ses complices, les juifs sont riches, les juifs sont solidaires et c'est en raison de cette solidarité, en raison de cette richesse présumée, qu'Ilan Halimi va être enlevé. On est donc face à l'un des plus vieux poncifs antisémites qui va, là, dans des circonstances absolument tragiques, exceptionnelles,
poussé à ce drame. Qu'en pensez-vous, Frédéric Ploquin, vous qui suivez cette affaire depuis le début? Faut juste qu'on arrive à sortir d'un piège, c'est-à-dire qu'on peut, nous... Mais il y a un piège, je pense bien qu'il sûr. Il y a plusieurs pièges, mais il y en a un premier, c'est que je crois qu'on a le droit de débattre, de savoir Dans si... quelle libération il y a de d'ailleurs Je crois qu'on a le droit de débattre entre nous sur le fait de savoir s'il y a ou non de l'antisémitisme aujourd'hui dans les cités, sans tabou, hein, d'une part, et si vous voulez, sans automatiquement, parce que bon, là où Maître Ludo est ennuyé, c'est vrai que son client... risque plus gros, en gros, faut dire les choses aux gens très simplement. Son client risque plus gros si on retient la qualification antisémite du crime. Voilà. En gros, c'est pour ça que. Mais je crois qu'il faut laisser ça 2 minutes de côté. Monsieur Ploquin, pour le risque juridique est exactement le même. Oui, mais c'est pour ça que je dis, mettons ça de côté. Pardonnez-moi, la nature antisémite du meurtre n'est pas un facteur aggravant. Non, excusez-moi, c'est une circonstance aggravante, mais ça n'a pas d'influence sur la peine puisque la peine est la même. Non, mais donc mettons ça de côté provisoirement. C'est une circonstance aggravante. En matière de meurtre, ça n'a pas d'incidence sur la peine. En matière d'actes de torture et de barbarie, ça fait passer la peine de 15 à 20 ans. Mais comme nous sommes dans le cumul idéal d'infraction, c'est le meurtre. Je suis convaincu qu'il n'est pas capable de définir ce que c'est qu'un juif. Justement, moi je voudrais finir pour sortir un autre piège. Mais il est suffisamment capable pour savoir qui doit enlever. Non, mais il y a un autre piège, c'est celui de considérer que l'antisémitisme est l'affaire des intellectuels, de Dieudonné. Non, mais il y a suffisamment de haine entre groupes. Je pense qu'il y a plusieurs formes d'antisémitisme qui se nourrissent, qui se croisent. Il y a celui, effectivement, qui est très structuré, qui est pensé. Et il y a des gens qui me disent, mais non, c'est pas antisémite. En gros, il est con. Il y a des gens qui me disent ça. Mais je dis, attendez doucement. Je vous arrête. Je veux dire, il peut y avoir, aujourd'hui, dans les cités, un antisémitisme latent, rampant, le plus ancien, le plus éculé qui soit, chez des gens qui ne sont pas allés à l'université et peut-être même se sont arrêtés à l'école assez tôt. Et là, à l'époque, nous, journalistes, on s'est quand même posé cette question à chaud. Parce qu'on avait une responsabilité à prendre. Je veux dire, est-ce que dans nos titres, là, on est au moment du procès, mais remettons-nous au moment de l'affaire, est-ce qu'on titrait, nous, sur l'antisémitisme? Est-ce que, donc, nous, ce qu'on a fait, moi, j'ai commencé par aller voir les policiers qui avaient été confrontés à ces jeunes et qui les avaient fait parler, qui les avaient entendus. Et c'est vrai que la première chose qu'ils nous disaient, c'est qu'ils étaient estomaqués et stupéfaits par la façon dont ces jeunes percevaient comme extrêmement banales les horreurs qu'ils avaient commises. Ça, c'est la première chose, la banalité. On va revenir à cette banalité. Effectivement, pour nourrir le débat sur l'antisémitisme, ils ont dit 2 choses. Ils ont dit, non mais les Juifs, ils sont solidaires. Donc si la famille, si on s'était trompé de cible, parce qu'en fait à un moment donné, on a compris qu'ils s'étaient trompés de cible, on va dire, parce qu'ils avaient pris quelqu'un qui gagnait 1 200 € par mois, alors que dans leur esprit, un juif, c'était forcément quelqu'un qui avait une famille, d'accord. Donc à partir de là, ils ont dit, et ça c'est un autre, à mon avis, pan de l'antisémitisme basique et éculé, ils disent, les juifs sont solidaires, donc ils vont payer, ils n'ont qu'à aller dans les synagogues, ils ramèneront l'argent. Est-ce que ça, c'est pas encore? Ils ont dit ça. Donc à partir de ce moment-là, je crois que c'est là qu'on a choisi, nous journalistes, à l'époque des faits, tout en respectant la présomption d'innocence, on va le dire, de dire qu'il y avait là-dedans la manifestation d'un antisémitisme classique, rampant, qui se développe aujourd'hui dans certains quartiers et dans les cités. Je crois qu'on peut l'affronter, cet antisémitisme. Alors on peut peut-être poser la question autrement à Emmanuel Ludo, est-ce que vous niez, vous, la dimension antisémite dans le choix d'Ilan Halimi comme victime? Quels que soient les auteurs, là aussi, de ce qui s'est passé.